Bienvenue à votre émission pour Drummondville. Aujourd'hui, on se déplace au Parc Waudiat, un magnifique endroit. Évidemment, on va parler de l'été parce que c'est l'été qui est à nos portes, plein d'activités. On aura l'occasion d'en parler pendant l'émission. J'ai des invités, encore une fois, fort intéressants. On va entre autres parler avec Pierre Levasseur, qui est conseiller du secteur Saint-Charles, juste derrière nous, qui en est à son dernier mandat. Il a annoncé qu'il quitterait la vie politique municipale en novembre, au terme du présent mandat. On aura l'occasion de parler avec lui de sa longue carrière dans le monde municipal. On parlera aussi des activités au centre-ville avec la conseillère Catherine Lassonde. Et évidemment, on parlera du Mondial des cultures parce que c'est l'activité de l'été au centre-ville avec sa présidente Josée Vendette. Notre premier invité, ce sera Francis Adam, qui est directeur général à la Ville. Il sera accompagné d'Alain Martel, membre du comité exécutif. On parlera de la planification stratégique qui a été adoptée par le Conseil et rendue publique au cours des derniers jours. Avant ça, je prends quelques instants pour revenir sur notre dernière séance du Conseil qui s'est déroulée exceptionnellement un mardi, le 23 mai, puisque c'était congé de la Fête des Patriotes le 22. Alors, on a beaucoup parlé de la bibliothèque publique qui va ouvrir dans les prochaines semaines, prochains mois, cette nouvelle bibliothèque qu'on a hâte, tout le monde, de découvrir. Là, ça devient concret. On a confirmé l'embauche de 6 nouvelles personnes, des techniciens en documentation, des préposés au service à la clientèle, pour accueillir évidemment plus de monde dans une plus grande bibliothèque, mieux garnie avec plus de services. Bien évidemment, ça faisait partie de l'engagement du Conseil précédent et du Conseil actuel auprès du ministère de la Culture d'élargir les services, les heures d'ouverture et la présence en soutien, si on veut, pour nos utilisateurs. De même que le déménagement, et vous savez ce que c'est, hein? On approche du 1er juillet, il y en a peut-être parmi vous qui allez déménager. C'est quelque chose déménager. Imaginez déménager une bibliothèque avec des milliers de documents, avec du matériel, avec du mobilier, tout ça. C'est énormément de travail en vue. Ça va se faire au courant du mois de juillet. Alors, on espère à la mi-juin être capable de donner tous les détails. Évidemment, la température qui n'a pas été nécessairement très clémente ce printemps, des journées perdues avec la grève de la construction. On devra donc restituer tout ça. Et le 13 juin, on espère être en mesure d'annoncer à la population tous les détails quant à l'ouverture de cette bibliothèque qui sera assurément un outil majeur pour les prochaines années pour la ville de Drummondville, qui a aussi, je le disais un peu plus tôt, rendu public sa planification stratégique au cours des dernières semaines. On en parle tout de suite après la pause avec Francis Adam, le directeur général de la ville. On parle maintenant de la planification stratégique de la ville de Drummondville. La planification stratégique, c'est un peu comme une feuille de route qu'on se donne, un itinéraire pour les prochaines années. Un itinéraire, des fois, on décide de s'arrêter plus longtemps à un endroit, de faire une sortie qu'on n'avait pas prévue, mais ça guide quand même notre destination finale. J'en parle d'abord avec Alain Martel, qui est conseiller municipal, membre du comité exécutif. C'est important pour vous que le conseil se dote d'une planification stratégique? Ouais, moi, je pense que c'est important parce que ça prend une mission à une ville pour savoir comment orienter l'ensemble des Mais la mission, c'est pas juste de rendre des services aux citoyens? Oui, c'est déjà beaucoup, mais pour le faire, il faut savoir dans quelle direction on veut y aller, puis quel genre d'orientation on va se donner. Puis je pense que le conseil municipal a réussi à mettre en place ces grandes orientations-là pour nous permettre, puis permettre surtout à l'équipe. Vous êtes satisfait du résultat final? Absolument. Je suis content d'entendre ça. Le conseil s'est donné vraiment des objectifs, s'est doté d'une mission, adopter des valeurs qui sont importantes, mais il n'aurait pas pu le faire sans le travail extraordinaire de notre directeur général, Francis Adam, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Francis, votre équipe a travaillé très, très fort. Il y a eu des consultations. Rappelez-nous, tout le processus qui a mené. On peut dire qu'il y a un point de départ avec le colloque du 200e en 2015 avec la Chambre de commerce, un point d'arrivée en janvier cette année. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Au travers ça, on a travaillé, pour commencer, on a beaucoup travaillé avec le conseil, les élus, pour définir justement le cadre plus, au niveau des orientations, le cadre plus général, la mission, la vision, les valeurs de la ville, les grandes orientations. Puis ensuite, on a descendu ça dans nos employés. On a fait des rencontres avec au-delà de 200 employés pour définir, échanger avec eux ces orientations que la ville souhaite prendre, puis définir avec eux des actions concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre pour répondre aux attentes. Le pari, c'est que plus les employés vont avoir contribué à élaborer ces orientations-là,
plus ils vont ensuite s'y dédier. Je pense que c'est ça. L'objectif, c'était qu'ils soient partie prenante dans la démarche puis qu'ils se mobilisent ensuite dans le déploiement de ces actions-là. Le choix qu'a fait le Conseil, c'est de retenir le développement durable comme trame de fond. Parce qu'on s'est dit, le développement durable, là, ça ne peut pas être un objectif. Dire jeudi après-midi, je fais du développement durable. Hein, ça doit inspirer chacune de nos décisions. Les 3 volets du développement durable, c'est un peu ce qu'on retrouve en trame de fond. Effectivement, la stratégie qu'on a adoptée pour définir nos orientations et nos actions est assez innovatrice. On a utilisé les 3 volets du développement durable, qui est le progrès social, la croissance économique, évidemment, la protection de l'environnement. Puis, on a 3 piliers dans notre vision qui sont au niveau de l'expérience citoyenne, tout le volet de l'expérience citoyenne, le volet de la ville intelligente, qui est toutes les technologies qui vont venir nous supporter dans les services qu'on va offrir aux citoyens, puis finalement le volet de la planification du développement de nos infrastructures et du territoire. Donc, pour chacun de ces piliers-là, on s'assure d'avoir des actions puis des orientations qui vont tout le temps s'inscrire. Comme une matrice avec des points d'intersection où on définit des puis on orientations. s'assure que dans chacune des cases, on a des orientations puis des actions au niveau des 3 éléments du développement durable. Quand vous parlez d'outils technologiques, évidemment, c'est pas à tout prix. Hein? Puis c'est pas nécessairement non plus au détriment des autres moyens de communication qu'on utilise, mais vraiment des éléments qui sont utiles. C'est important pour vous, pour le Conseil. Effectivement, on ne se lancera pas à tout vent dans le déploiement d'outils technologiques. Ce qu'on va faire, c'est de s'assurer que ce qu'on implante, ça va être pertinent, simple d'utilisation, puis ça va bien nous supporter dans les services qu'on va offrir. Et en termes d'orientation ou d'action, concrètement, pour le citoyen qui nous regarde aujourd'hui, ça peut vouloir dire quoi, là, ces intersections-là, par exemple, entre le progrès social et la gestion des infrastructures ou la protection de l'environnement et le côté ville intelligente ou l'expérience citoyenne avec le développement économique. Comment tout ça là, finit par se combiner? Bien, je peux vous donner quelques exemples. Si on prend l'expérience citoyenne au niveau du volet progrès social, par exemple, on souhaite, au niveau de nos orientations, nos actions, vraiment se doter de la notion de guichet unique, de service à la clientèle. C'est un objectif, c'est une orientation, une action qui vous tient particulièrement à cœur comme directeur général. Effectivement. Ça, c'est une action qui m'allume beaucoup. Je souhaiterais qu'au terme de notre planification stratégique, qui s'échelonne sur quelques années, qu'on soit perçu comme un leader au Québec au niveau du service aux citoyens. Qu'est-ce que c'est un guichet unique, en fait? Là? Moi, je suis chez moi, là, c'est un beau mot, là, mais ça veut dire quoi, un guichet unique? Bien, en fait, par exemple, pour cette action-là, l'objectif, c'est d'avoir un endroit où le citoyen, plutôt qu'avoir une panoplie de numéros de téléphone, puis quand il veut rentrer en interaction avec la ville, il n'est jamais sûr où appeler. Exemple, il veut se faire une piscine, il ne sait pas est-ce que j'appelle à l'urbanisme, aux loisirs, aux travaux publics. Mais dorénavant, il va avoir un seul numéro. Il va appeler là, il va avoir des gens qui vont être aptes à lui donner les bons renseignements ou le diriger du premier coup au bon endroit. Donc, le citoyen ne vivra pas une multitude d'expériences différentes, dépendamment avec quel service il interagit. Et on va avoir une expérience uniforme. Notre façon de réagir. Plus efficace pour le citoyen, que ce soit en personne, au téléphone, par courriel, par des applications mobiles, par le site Web. On va uniformiser ça pour que le citoyen se retrouve tout le temps facilement dans sa relation avec la ville. Du côté du développement économique, là, est-ce qu'il y a des éléments, des nouveautés, il y a des choses qu'on souhaite mettre de l'avant? Bon, par exemple, au niveau du développement économique, dans le pilier de notre vision qui est le développement, tout le volet de développement et planification des infrastructures du territoire, au niveau de la croissance économique, on a des orientations et des actions en lien avec le développement du domaine tertiaire. Présentement... Les services. Les services. Présentement, on a réalisé dans notre diagnostic qu'on est une ville qui est très, très forte au niveau manufacturier, à certains niveaux, mais au niveau de la tertiarisation... Sans abandonner ce succès-là, essayer de le transposer du côté tertiaire. Le but, c'est de garder nos points forts, continuer de les supporter, mais tout le temps de développer, de regarder des nouvelles opportunités. Puis, un des éléments, c'est qu'on va faire un colloque sur le développement tertiaire, puis avec différents acteurs économiques et régionaux, voire provinciaux, échanger là-dessus, puis voir les opportunités qui pourraient se présenter à la ville pour développer davantage ce créneau économique-là. Un point, on a parlé du guichet unique qui est important pour vous, la
tertiarisation, c'est très important pour moi aussi. On va parler du développement des quartiers, hein, la valorisation des quartiers, la revitalisation intégrée du quartier Saint-Joseph, mais d'autres quartiers éventuellement. Ça aussi, on retrouve ça. C'était en planification stratégique, on retrouve aussi ce volet-là qui, si je ne m'abuse, se retrouve aussi dans l'expérience citoyenne, qui est de travailler sur nos quartiers les plus âgés de Drummondville. Ceux qui ont besoin d'amour. Effectivement, des quartiers qui auraient besoin un petit peu d'amour. On veut valoriser certains quartiers. Un exemple, une action concrète qu'on a, exemple, c'est le développement ou la revalorisation du quartier Saint-Joseph. On pourrait parler de la Fortissimo, on pourrait parler de Counac, on pourrait écouter. Il y en a 52 actions. Il y a 52 actions et je pense qu'on a toute une équipe à la Ville de Drummondville pour y arriver. Une équipe extraordinaire qui est menée par un leader vraiment aussi extraordinaire, exceptionnel. Vous, comme directeur général, merci beaucoup, M. Adam. Bon succès, on va suivre ça. On espère être le plus près possible pour y contribuer. Bien, merci beaucoup. Puis j'invite la population, s'ils veulent consulter le document complet, aller sur le site Web de la Ville. Toute la documentation est disponible sur notre planification stratégique. Au www.drummondville.ca. Merci beaucoup. On va avoir un centre-ville des plus actifs, des plus animés encore cette année à Drummondville. On en parle avec la conseillère du secteur, Catherine Lassonde. Bonjour Catherine, merci d'être là. Dans ce beau parc Waudiat qu'on aime tant, où il va y avoir, entre autres, le Mondial des cultures, qui est l'activité majeure de l'été. On en parlera un peu plus tard avec Josée Vendette, la présidente. Mais d'abord, parlez-moi de ce qui s'en vient. Dans quelques jours à peine, on lance la saison touristique à Drummondville avec le Festibiaire. Oui, un tout nouvel événement qui aura lieu ici même au Parc Waudiat. On est très fiers, on est très contents qu'ils aient choisi ce site-là pour leur premier Festibiaire. Donc, Drummond en bière, là, qui est mise en place, entre autres, par le Bocale, notre microbrasserie dont on est si fiers à Drummondville. Donc, il va y avoir de l'animation, tout ça. Il s'est développé beaucoup d'activités au cours des dernières années à Drummondville. Notre centre-ville, c'est devenu un site événementiel, de restauration. On vient vivre des expériences au centre-ville. Est-ce que notre centre-ville n'est pas en train de se trouver une nouvelle identité? Bien, tout à fait. Je pense que le centre-ville s'est refait une identité au cours des dernières années, puis au grand plaisir de tous nos citoyens qui viennent beaucoup plus au centre-ville pour justement manger, profiter des spectacles qui sont offerts à la place Saint-Frédéric tout au long de l'été. Parce qu'il y en a beaucoup, là, à la place Saint-Frédéric. Les gens ont reçu la programmation. Ils peuvent la consulter aussi sur le site Web de la Ville, j'imagine? Oui, exactement. Ils ont reçu un dépliant où il y a toutes les activités du centre-ville, pas seulement ceux à la place Saint-Frédéric par la Corporation d'animation Ariot, mais aussi tout le mondial qui va avoir, le Festibiaire. On pense aussi au Festival de la Poutine qui va avoir lieu à Drummondville, au centre-ville aussi. À la fin du mois d'août, c'est un événement qui est de plus en plus couru, qui est fort important. Au fond, cette redéfinition-là du centre-ville, c'est un peu ce qu'on observe partout, hein? Les commerces qui se développent partout dans le monde. Je rencontrais le maire de la Roche-sur-Yon il y a quelques mois qui me parlait de son casse-tête de centre-ville. Je pense que c'est pas un phénomène qui est unique à Drummondville. Donc, on lui redonne cette identité-là, la transformation des passages piétonniers aussi, je pense, qui est fort importante. Et là, le stationnement payable dans quelques semaines par la carte de crédit. Ça, c'est un élément qui vous tenait à cœur. Vous nous en avez parlé beaucoup au long du mandat. Vous devez être fiers que ça se réalise enfin. Oui, je suis vraiment contente que ça arrive enfin. Je pense qu'on est rendu là comme grosseur de ville, comme en importance. Je pense que les gens ont besoin d'avoir un mode différent de paiement que seulement nos 25 sous, nos dollars. Excellent. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir de contravention. Non. C'est bien ça. Avant de parler du mondial plus spécifiquement, j'aimerais ça qu'on parle, pas très loin, hein? Juste de l'autre côté du pont, ça fait presque partie du centre-ville. Il y a le site du village québécois d'antan, il y a le site des légendes fantastiques, l'ancien site, l'amphithéâtre Saint-François. Au village, c'est aussi un été animé. Même si on dit que c'est le village invisible, il va y avoir de quoi voir. Oui, parce que ça va être tout nouveau cette année. En plus, à partir du 22 juin, les gens pourront s'y rendre pour une toute nouvelle expérience au village, là, comparativement les années précédentes où il y avait une enquête. Là, ce sera le village invisible. Et là, les gens vont pouvoir utiliser leur téléphone intelligent, participer aux événements. C'est fort intéressant. Oui, définitivement. Ça commence le 22 juin? Oui. Et juste à côté, sur le site de l'amphithéâtre Saint-François, il y aura au début du mois d'août le Festival de la blague. Oui. Donc, les 3 accords qui récidivent. Oui, ils sont encore avec nous, fiers de leurs racines drummondvilloises, puis qui nous présentent encore... Et la programmation est drôlement intéressante. Je pense que les gens vont apprécier aller rire. Donc, vraiment sous forme de comédie club, des courtes périodes et tout ça.
2 soirs, donc le vendredi et le samedi, les 4 et 5 août. Et tout ça, aussi au cours de l'été, Apsara, le spectacle d'Artagnan, un spectacle équestre de haut niveau qui va être présenté tout l'été encore là sur le site de l'Amphithéâtre Saint-François. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, puis ça nous permet de redonner vie aussi à notre site des légendes. Mais le Parc Audiat va être encore une fois animé au mois de juillet par un événement qui en est à sa 30e édition. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est le Mondial des cultures. On en parle avec la présidente du conseil d'administration, Josée Vendette. Merci beaucoup, Josée, d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous transformer ça, ce parc-là, là, ça ne sera pas très long. Effectivement, dès le passage de la Saint-Jean-Baptiste, nous, on prend place, on commence à s'installer. On développe un nouveau site, un site qui ne sera pas nécessairement différent de ce qu'on a déjà connu dans les 2-3 dernières années parce qu'on avait déjà amorcé le changement, mais un site qui va favoriser la proximité avec les troupes, qui vont favoriser la proximité avec les visiteurs et qui vont faire découvrir plein d'autres événements de Drummondville. Donc, la concertation, la collaboration, et on pense qu'on va faire en sorte que les gens vont s'amuser. Les dates, hein, parce que des fois, on en parle, mais les dates là, pour la population. Ce sera du 7 au 15 juillet. Donc, on commence le vendredi soir et on termine le samedi soir. Pourquoi le samedi soir? C'est qu'on veut éviter que les troupes quittent immédiatement après pour aller faire leur bagage et sont retournés dans leur pays. Ça. Donc, le samedi soir, ils resteront ici avec les festivaliers et ils fêteront dans le parc avec les gens. Et donc, là, on créera cette proximité. Pouvez-vous déjà nous donner quelques informations sur la programmation? Bien entendu. On a 13 pays qui seront ici, qui ont déjà confirmé. On est en pourparlers pour en confirmer d'autres. On a également la chicane qui sera avec nous le vendredi de la dernière fin de semaine de l'événement. On a d'autres animateurs, Dominique Hudson qui sera ici, Émile Bilodeau qui sera avec nous. On a également des groupes qui vont venir mélanger de la musique africaine avec de la technopop d'aujourd'hui. On a plein d'animations pour les enfants, de la percussion, des gens pourront s'amuser. Naturellement, on invite nos gens de la région. Alors, tous les musiciens de la région viendront animer des 5 à 7 au bistrot SAQ. On aura les jeux d'eau qui seront exploités encore avec les troupes. Parce que ça, c'est quelque chose l'année dernière. Là, c'était très beau. Ça a été apprécié. Ouais. Au fond, les ensembles folkloriques jouaient dans l'eau. On a demandé à chaque ensemble de s'amener ici avec des costumes spéciaux, avec une chorégraphie spéciale pour exploiter les jeux d'eau. Donc, les jeux d'eau seront exploités à la clarté et à la noirceur pour montrer vraiment tout le potentiel de ces jeux-là. Et ça, les gens qui n'ont pas vu ça l'année dernière, ça vaut la peine. Il faut regarder l'horaire, la programmation du mondial pour voir ça plus d'une fois. C'est extraordinaire. Mais là, les gens veulent venir. Est-ce que c'est déjà le temps de se procurer son billet, son macaron? On ne sait plus trop comment appeler ça. C'est encore plus le temps. C'est un passeport cette année. C'est le format carte de crédit. Et on vous explique pourquoi. Il est en pré-vente jusqu'au 31 mai à 32 $. Et vous avez 10 commerçants de la région qui ont accepté de vous donner des rabais. Non pas une fois, mais le nombre de fois que vous voudrez jusqu'à l'événement. Vous avez la possibilité de rentabiliser votre 32 $ d'ici l'événement et de faire en sorte que votre mondial soit totalement gratuit, ce qui vient rejoindre un souhait que la Ville avait exprimé, mais également un souhait que nos festivaliers émettaient. Et dites-moi, là, votre équipe doit travailler fort. Là. Quand on arrive fin mai, début juin, là, j'ai été déjà impliqué au mondial un petit peu. Alors, j'ai une idée de ce que ça représentait. L'équipe permanente, Joanne Marceau et toute son équipe doivent être au travail de façon assez intensive. Ils sont au travail de façon intensive depuis le mois de mars. Joanne a été là depuis avant, mais les gens se sont greffés graduellement. On a une nouvelle équipe. Les gens sont motivés, sont positifs. Plein de nouvelles idées qui vont faire en sorte qu'effectivement, l'événement va être plus beau que jamais. Et ça, c'est sans compter qu'on utilise nos partenaires de la région. Donc, le camping Havana Club viendra faire une soirée au pavillon de la danse où il vous fera connaître son camping, ses rythmes latinos. Il y a plein d'événements comme ça. Le village viendra, peut-être un petit clin d'œil du Festival de la blague. Donc, on travaille la concertation, on travaille de faire connaître Drummondville pour que les gens viennent s'amuser ici. Avec votre équipe du conseil d'administration, des bénévoles en art, mais aussi tous les bénévoles du mondial, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne le dit pas assez. Sans ces bénévoles-là, il n'y aurait pas de mondial. Et cette implication bénévole de nos gens là, a été une source d'inspiration pour plein d'événements de Drummondville. Là, je ne sais pas, 36 ans
c'est quelque chose. On a vu des événements majeurs comme le Carnaval de Québec là, vivre des moments très, très difficiles parce que durer 36 ans, c'est exceptionnel. Là, je sais pas, on a déjà hâte au 40e, au 50e. On est là pour appuyer votre équipe. Et on sera là et nos bénévoles veulent tellement y être. Vous n'avez pas idée, ils travaillent avec nous sans relâche depuis le mois de mars pour faire en sorte d'offrir un super bel événement aux gens de Drummondville. Dès le début juillet, on sera là. Merci beaucoup, Merci José à vous. Vendette. Bonne préparation, bonne fin de préparatif et surtout, bon mondial tout le monde. Bien, merci beaucoup. Vous avez peut-être déjà senti la campagne électorale municipale qui se prépare. Il y a des élections municipales le 5 novembre prochain. Il y a déjà 2 conseillers qui ont annoncé leur intention de se retirer de la vie politique municipale. On a rencontré dans une récente émission Roberto Léveillé, qui était conseiller du district du Golfe principalement, et on a parlé de cette longue carrière. Aujourd'hui, je rencontre Pierre Levasseur, qui est conseiller du secteur Saint-Charles, qui termine 24 ans d'implication municipale. Alors, c'est quelque chose. M. Levasseur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est quelque chose, 24 ans. Et là, vous, dans votre cas, c'est spécifique, là. 12 ans à Saint-Charles avant la fusion et 12 ans à Drummondville par la suite. Quelle différence vous observez là, entre un conseil municipal d'une plus petite municipalité, comme était Saint-Charles, qui n'est pas pour le moins belle, par contre, et Drummondville, qui est une plus grande ville? C'est le jour et la nuit. Quand on était à Saint-Charles, je vous dirais qu'on faisait autant de politique que d'administratif. Dans le sens que, exemple, on veut organiser une conférence de presse, c'est moi qui faisais les textes, c'est moi qui animais la conférence de presse, c'est moi qui contactais également les journalistes. Donc, on avait une très petite équipe au niveau administratif, il y avait 5 personnes autour de ça. Et alors qu'à la ville, on est beaucoup plus avec des ressources fort intéressantes et compétentes aussi. Si bien qu'il suffit d'avoir l'idée et le cheminement jusqu'au résultat se fait par une équipe. Donc, c'est très, 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 très différent. Les deux sont agréables. J'ai bien aimé à Saint-Charles aussi. Je vous dirais que c'était une ambiance familiale. À Drummondville, on est plus dans une ambiance professionnelle, ce qui est fort intéressant aussi. 2 ambiances différentes, mais bien, bien fun. 24 ans, ça veut dire 6 élections, ça? Oui. Est-ce que vous avez eu de l'opposition à chacune des fois? 2 fois. La question classique quand quelqu'un complète une carrière, c'est est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a là, un dossier en particulier dans ces 24 années-là d'implication qui a été pour vous un dossier pour lequel vous gardez beaucoup de fierté, vous êtes heureux de l'implication que vous avez eue, du résultat que ça donne aussi, là. Ça serait quoi votre dossier ou vos 2 dossiers fétiches, je dirais? Bien, je vais peut-être le prendre sur 2 niveaux. Par rapport à l'ensemble de la ville, je vous dirais que c'est la commission consultative sur les déchets ultimes que j'ai fait en bonne partie, même au niveau de la rédaction, pour l'ensemble de la ville, qui, à mon avis, et on voit effectivement les résultats de ça, devrait tracer la voie pour les 4-5 prochaines années encore quant à la récupération, effectivement. Pour mon quartier, je vous dirais que c'est l'université. Je me souviens d'avoir amorcé il y a plusieurs années le dossier avec Mme Chutra à la CRI, Tout à fait. qui existait à ce moment-là. Mme Chutra lui a donné une forme, bien sûr, et vous avez conclu le dossier. Donc, ça, c'est un dossier... Il a fallu leur gagner une deuxième fois. Ouais, vous avez été dans ce combat-là aussi. Tout à fait, mais c'est un dossier pour lequel je suis très fier aussi. Donc, c'est peut-être à 2 niveaux, là, mais même si au niveau de l'université, c'est pas seulement pour mon quartier, ça sert l'ensemble de la région, mais c'est dans mon quartier. Et je pense que ce dossier-là, il y avait le fait que l'université arrive à Drummondville. C'était important pour nous, c'était important pour tout le monde. Mais vous avez toujours eu ce souci qu'on en fasse quelque chose de beau, que ce soit un beau campus. Bon, là, il y a le boulevard de l'université, je pense, qui vient rehausser tout ça. Les gens sont satisfaits de ça. Et pourquoi c'est si important qu'on en fasse un beau campus dont on est fier? Je pense que à Saint-Charles, je vous dirais que moi, je suis entré en 87. Et en 1987, dès ce moment-là, il y avait une volonté de faire du secteur Saint-Charles un beau quartier, un quartier agréable où il fait bon vivre. C'est un peu l'orientation qui était prise. C'est un peu la mission qu'on s'était donnée au niveau du conseil. Et j'ai voulu poursuivre, effectivement, un peu cette mission. En tout cas, on l'a senti que vous étiez donné cette mission-là au cours des dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté à Saint-Charles. Puis souvent, quand on l'entend, on dit « Ah, vous autres à Saint-Charles, c'est pas pareil. » Puis j'aime ça, c'est doux à mon oreille aussi.
Donc, effectivement, on a voulu le faire, puis je n'étais pas le seul à vouloir le faire. Je pense que la population s'est impliquée aussi. Ce qui fait que quand il se fait des choses à Saint-Charles, les gens, on se soucie du beau et on se soucie aussi de la qualité. Et là, au cours des 12 dernières années, à la ville de Drummondville, là, il y a eu une belle croissance. Là. Vous avez parlé de l'université, vous auriez pu parler du complexe aquatique qui est juste à côté, du centre sportif qui est là, le centre Saint-Charles qui s'est doté d'un nouveau bâtiment, la desserte en transport en commun dans Saint-Charles. Ouais. Ça a bougé beaucoup à Saint-Charles. Le centre commercial s'est ajouté aussi. Avec l'épicerie, tout ça. Donc, c'est sur une lancée. Oui. Et là, d'autre part, si je vous disais, est-ce qu'il y a un dossier là, que vous dites, ah, ça, j'aurais voulu qu'il soit réglé avant mon départ, ou il est réglé, mais il ne s'est pas réglé à mon goût, puis si c'était à faire, je le referais peut-être autrement. Là, un dossier qui vous déçoit un peu, ou en tout cas que vous pensez qu'il y a encore de quoi faire? Je dirais un dossier qui est réglé, mais qui m'a créé quelques nuits d'insomnie, qui est l'école C. Oui. L'école C... Qui est devenue l'école du Sentier. Exact. L'école a été proposée, le projet avait été proposé par la commission scolaire. Je me sentais plus ou moins impliqué parce qu'on ne m'avait pas impliqué, effectivement. Et il n'y avait pas eu nécessairement d'acceptabilité sociale dans ce dossier-là. Si bien qu'il y a eu une levée de boucliers importante où les gens me mettaient en situation où je devais choisir entre les arbres et les enfants. À savoir que les gens ne voulaient pas que l'école s'installe dans leur secteur. Ils voulaient garder le boisé tel quel, alors qu'il y avait des parents qui avaient des enfants qui avaient besoin, effectivement, d'une école primaire dans ce secteur-là. Parce que c'est un secteur en plein développement, là. Tout à fait. Les statistiques démographiques parlent d'elles-mêmes. Ce qui fait que ce problème d'acceptabilité sociale a fait en sorte que ça a créé beaucoup de problèmes. J'ai dû reprendre ce dossier-là, tenter de faire en sorte que les gens puissent continuer à s'impliquer puis l'acceptent. Je pense que le dossier est accepté maintenant, mais c'était un travail très complexe, très compliqué, qui a fait en sorte que si dès le départ d'un projet, on ne vise pas l'acceptabilité sociale, ça fait un projet qui est très difficile à mener et qui fait en bout de piste des heureux et des malheureux. Je pense que c'est une leçon à retenir. Et l'acceptabilité sociale, ça passe par des échanges, par des consultations. Hein? Ça passe pas juste par la possibilité de signer un registre pour bloquer un projet. Il faut parler, il faut trouver des solutions ensemble. Mais on est quand même fiers du résultat. Aujourd'hui, j'en doute pas. Un dernier élément, peut-être, vous avez été dans votre carrière professionnelle directeur général de l'hôpital Sainte-Croix. Tout le dossier de la santé, c'est un dossier qui vous a tenu à cœur. Vous avez été un conseiller extraordinaire pour le maire au cours du mandat, particulièrement dans ce dossier-là et dans bien d'autres. Mais votre expérience aussi en politique municipale a fait que vous êtes encore aujourd'hui souvent pour des conseillers, pour des membres de l'équipe municipale, quelqu'un qui peut donner des conseils, je vous dirais un mentor et tout ça. C'est un rôle que vous jouez avec beaucoup de plaisir, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Il y a quelques jeunes conseillers qui me téléphonent à l'occasion ou que je rencontre. La politique, c'est de l'expérience. Hein. Ça ne s'enseigne pas nécessairement. On peut faire un bac en sciences politiques, mais de faire de la politique active, ça vient avec l'expérience. Et on a une belle équipe de jeunes au conseil municipal actuellement qui veut toujours s'améliorer. Et si je peux apporter une certaine contribution, ça me fait toujours plaisir. C'est rare, effectivement, un conseil municipal où il y a 5 membres de moins de 40 ans. On ne voit pas ça à beaucoup d'endroits au Québec. Un conseil qui est presque paritaire, homme-femme, à 5-7. Alors, c'est dans la zone de parité. Donc, en principe, on a notre étoile dans le cahier. Donc, ça, c'est tout à l'honneur des Drummondvilloises et des Drummondvillois parce que, finalement, c'est eux qui déterminent qui est autour de la table. Écoutez, je veux vous remercier pour ces années-là, au nom des gens de Drummondville, puis des gens de Saint-Charles, parce que maintenant, ça fait partie de Drummondville. Donc, pour ces 24 années-là, où votre expertise aussi a été fort importante, au cours du dernier mandat, on a eu à ajuster un peu notre structure administrative en fonction de la taille qu'a pris la Ville au cours des dernières années, de la croissance, d'une vision de développement. On a travaillé sur la planification stratégique et votre expertise, votre expérience, votre vision des choses a toujours été très importante pour le conseil, pour le maire également, où on a eu beaucoup de discussions ensemble. Et je suis certain que vous allez demeurer en quelque part dans l'éminence grise de la ville de Drummondville au cours des prochaines années. Merci beaucoup d'avoir donné ces années-là. Merci à votre conjointe Louise aussi, hein, qui a fait les sacrifices de ce que c'est la vie politique. Vos petits-enfants qui sont un peu plus loin, mais qui ont été privés de leur grand-papa un peu. Que je prépare à la vie politique. Ah oui, déjà, vous préparez la relève. Déjà, dès l'âge de 7 ans. C'est bon, bien, il faut les préparer. Merci beaucoup pour toutes ces années-là.
bonne retraite, bien que je pense qu'avec la présidence du village québécois d'antan, vous avez accepté un contrat quand même exigeant. Bien, merci parce que c'est un attrait touristique fort important, non seulement pour Drummondville, mais pour le centre du Québec. Et il faut ensemble en faire un attrait touristique reconnu et important pour l'ensemble du Québec et du Canada. Merci de vous y impliquer. C'est très important pour Drummondville et bravo pour toutes ces années. Merci, M. Levasseur. Merci. C'est déjà tout pour cette semaine. Je pense que vous avez vu comme moi la passion des gens qui font Drummondville et ça, on en est très fiers. Vous en faites partie. Merci d'avoir été là. Bonne semaine.